Juste un truc avant de commencer. Je remarque que cette série de vidéos plaît à beaucoup de gens et pourtant, moins de 2% sont abonnés. Donc si cette vidéo finit par vous être utile, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous pourrez toujours changer ça plus tard. Bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Prox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FranciOI, du coup pour la partie 7 du niveau 1, conditions avancées et opérateurs booléens. C'est parti, on va tout de suite commencer le 1 et du coup ce qui va être intéressant c'est que pour une fois, on va pas apprendre un concept, on va pas découvrir un concept, on va l'approfondir. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc, votre programme doit d'abord lire deux entiers, la date de début et la date de fin de l'intervalle pendant lequel on sait que l'aspion est arrivé en vie. Du coup, on va mettre début égale int input, fin égale int input, ok. Il doit ensuite lire un entier nb entrée, du coup nb entrée égale int input. Du coup, si vous n'arrivez pas à traduire l'énoncé en code, lire c'est int input, des entiers, bah, du coup c'est que ça, il y a un int, enfin tout ça, donc ça va, on voit assez facilement. Il doit ensuite lire un entier nb entrée, le nombre total de personnes entrées dans la ville, puis les nb entrées nombre suivant qui représente les dates d'entrée, nanana. Du coup, quand il y a ça, genre puis les trucs, nombre suivant, on a une boucle for entry in range, nb entries, voilà. Et du coup, maintenant, on va faire... Attendez, puis les nb entrées... Ok. Du coup, on va mettre un i au début. Et on va mettre entrée égale int input. Du coup, on va lire l'entier, hein, comme il nous demande de le faire. Du coup, là, on a lu tous les entiers qu'il demandait de lire. Maintenant, il faut faire des choses avec ça. Votre programme doit afficher le nombre de personnes entrées entre les deux dates données incluses. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre nb personne suspect égale 0 au début. Et du coup, si une certaine condition est respectée, ok, alors bah, la personne actuelle est suspecte et du coup on va faire un plus égal 1, ok, on va rajouter 1 à la variable nb personnes suspectes et du coup à la fin on a qu'à afficher le nombre de personnes suspectes, ok. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans ce if, ok. Bah c'est assez simple, hein, du coup c'est où est-ce que c'est marqué, je sais plus. Bref, en gros, c'est si la personne, elle est rentrée entre la date de début et la date de fin. On va même mettre date entrée. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, si ça, c'est plus grand ou égal à la date de début et plus petit ou égal à la date de fin, alors ça respecte la condition et bah, du coup, c'est une personne suspecte. Donc là, il y a des petits commentaires et comme vous le voyez ici, les opérateurs booléens, on nous apprend ce que c'est le et du coup c'est le end. Ça revient à faire comme ça, voilà, à imbriquer de if en fait directement. Enfin, vous savez, à mon avis, vous comprenez ce que c'est quoi. C'est comme en français, par exemple, si j'ai des patates et des carottes, vous voyez. Enfin bref. Du coup, on a, sinon la syntaxe c'est on a une condition ici, une autre condition ici. Du coup, si les deux sont vrais, alors le résultat ça renvoie vrai, sinon ça renvoie faux. Et pour la petite anecdote, dans la plupart des langages, à part en Python, je sais pas pourquoi, ça s'écrit comme ça, non, ça c'est un ouf. Voilà, le et, le end, ça s'écrit comme ça. On verra en C++ et tout plus tard, à la fin. Mais bref, du coup, on va copier ça. On va aller dans résoudre, on colle, on soumet. Et ça marche. Donc voilà. C'était rapide. Correction. Ici, du coup, on voit le end. C'est à peu près ce qu'on a fait. Hein, c'est juste ici, on a inversé. Du coup, eux, ils ont mis que d'inférieur ou égal. Moi, j'ai mis un supérieur ou égal. C'est la même chose. On a bien les trois inputs. On a bien le nb personne égale 0. C'est pareil. C'est franchement pareil.
Euh, et du coup, maintenant, on va voir par exemple en C. En C, ouh, c'est un peu bizarre avec les scanf. En C, du coup, on a les deux esperluates. En C++, on a les deux esperluates. En Pascal, on a un end, tiens. Au Camel, on a les deux esperluates. Java, les deux esperluates. JavaSchool, les deux esperluates. Donc, vous voyez, souvent, c'est les deux esperluates, quoi, le F. Si vous commencez un autre langage un de ces jours. Et le OU, du coup, c'est juste ça, en fait. Les deux barres. Bref, du coup, on va continuer. Ok, c'est parti pour l'exercice 2, du coup. On commence. Votre programme devrait lire dans l'ordre abscisse minimale, abscisse maximale. Du coup, au lieu de mettre absmin, je vais juste mettre xmin. Pour moi, c'est plus clair. Tac. Du coup, ensuite, on va mettre xmax égale int input. Et ensuite, du coup, c'est pareil avec l'ordonnée. Du coup, ymin égale int input. Tac. Et ymax égale int input. Il y aura ensuite le nombre total de maisons, du coup nb maison égale int input. Puis pour chaque maison, du coup ça veut dire qu'on a une boucle, puisqu'on a le pour chaque. Tac, nb maison, pour chaque maison, son abscisse et son ordonnée. Du coup, tac, encore l'entrée, et là on va juste faire un copier. Voilà. Du coup, ensuite, votre programme devra déterminer puis afficher le nombre de maisons qui se trouvent dans la zone de recherche. Si une maison est exactement sur le bord de la zone, elle est comptée. Du coup, ça veut dire que c'est inférieur ou égal ou supérieur à égal. Et en gros, c'est en pseudocode, ce qu'on va faire, c'est si maison à l'intérieur de la zone, si la maison elle est à l'intérieur de la zone, alors on a tac. On a une variable ici, nb maison dans zone, au début c'est égal à 0, et du coup si la condition elle est respectée, alors faites pas attention aux parenthèses, hein, c'est un truc bizarre. Alors on va rajouter 1, ok. Et à la fin on va afficher, paf, la variable, du coup le nombre de maisons qui sont dans la zone. Maintenant ça du coup va falloir le remplacer par la condition, la bonne condition du coup, c'est ce que demande l'énoncé. Et grosso modo, c'est si x est plus grand ou égal à x min et que x est plus petit ou égal à x max, ok. Et aussi, du coup, on va faire la même chose pour y, du coup, et que y est plus grand ou égal à y min et que y est plus petit ou égal à y max, ok. Du coup, voilà, ça dépasse un peu, désolé. Mais bref, on va copier ça. On va aller dans résoudre. Bam, on colle, on soumet. Et voilà, du coup, ça marche, hein, c'est pas étonnant. C'est à peu près pareil que l'exercice d'avant, hein. Donc bon, on va passer au suivant. Alors, le 3. Les soldats de la garnison, on est un OK. Écrivez un programme qui lit un numéro de mois algorien et affiche le nombre de jours de celui-ci. Les algoriens disposent de leur propre calendrier. Nanana. Du coup, là, il y a plusieurs façons de faire l'exercice. Ce qu'ils veulent que vous fassiez, ce soit la méthode la moins casse-gueule, la moins prise de tête, la plus courte en fait. Et c'est pour ça ici qu'ils vous apprennent en gros l'opérateur OU, ok, qui va être pratique dans notre cas, puisque ici on voit qu'il y a plusieurs mois qui possèdent le même nombre de jours. Donc tout simplement on va faire nb mois égale int input, ou plutôt num mois, c'est le numéro du mois, c'est pas le nombre de mois. Ensuite, du coup, si le numéro du mois, tac, est supérieur ou égal à 1 et que nu mois est inférieur ou égal à 3, ok, alors on va afficher 30, ok. Pourquoi? Parce qu'en gros, si il est entre 1 et 3 inclus, alors dans tous les cas, il y a 30 jours, ok. Maintenant, le truc, c'est que il y a aussi 30 jours ici, ok. Et du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre cette condition entre parenthèses. Et on va mettre un OU ici. Du coup, si c'est entre 1 et 3, ou alors si c'est entre 7 et 9, alors c'est 30. Du coup, là, on va faire pareil.
c'est supérieur ou égal à 7 et que tac, ça c'est plus petit ou égal à 9, alors du coup 30, ok. Maintenant, d'ailleurs le print vous pouvez le mettre à la fin et mettre une variable temporaire, on s'en fout, hein. Bon. Maintenant, du coup si c'est pas le cas, du coup on peut mettre un else. Si c'est pas le cas, alors va falloir tester avec 29 et 31. Du coup, on va mettre un elif à la place. Du coup, c'est elif, pour rappel, c'est l'équivalent d'un else, if et blablabla, vous voyez. Et votre code, c'est juste que du coup, ça permet d'éviter de faire plus de tabulation et tout. Du coup, sinon, si le numéro du mois est supérieur à 4 et que le numéro du mois est inférieur ou égal à 6, dans ce cas-là, c'est 31. Mais aussi, du coup, dans ce cas-là, c'est 31. Puisqu'il y a 31 que ici. Seulement, blablabla, ici, pour le 10e, il y a aussi le 31. Du coup, on va mettre ou du mois égale 10. Et du coup, dans ce cas-là, on va afficher 31. Voilà. Et du coup, sinon, c'est qu'on est sur le 11e mois. D'ailleurs, on s'est peut-être un peu cassé la tête. Sinon, du coup, c'est qu'on est dans le 11e mois. Voilà. Du coup, ça marche. On peut copier. On colle. Pouf. On soumet. Et voilà. Oups, ça marche pas. Il a affiché 11 au lieu de 29. Oups. Oui, en effet, je me suis trompé. Ici, c'est le nombre de jours. C'est pas le numéro du mois qu'on veut afficher. Oui, évidemment, du coup, ça marchait pas. Mais du coup, maintenant, bam, c'est censé marcher. Voilà, petite erreur un peu bête. Donc après, ce que vous pouvez faire, sinon, il y a plusieurs moyens de s'y prendre. C'est ici, vous aurez pu mettre par exemple un si le numéro du mois est égal à 11. Ok. Mais là, on se rend compte du coup que c'est plus facile si on met juste un else. Enfin, c'est plus court, il y a moins de conditions. Et par exemple, ici, on aurait juste pu mettre if num mois égale 11. Alors, affiche 29, et sinon on affiche 30 à la fin s'il n'y a pas les conditions. Enfin bref, tout ça, ça marche. C'est différentes façons de faire. Voilà, c'est... comment dire? Si c'est pas le 11e mois, et du coup, si c'est pas les mois où il y a 31 jours, alors c'est ceux qui ont 30 jours en fait. C'est par déduction un peu... Bon, du coup, il y a moins de conditions, c'est un peu plus optimisé, on va dire, et c'est un peu moins casse-gueule. Voilà, c'est différentes façons de faire. On va passer du coup au numéro 4. Ok, donc c'est parti pour le 4. Votre programme doit lire 4 entiers, la date du début et la date de fin incluse du service du premier soldat et du second. Du coup, on va faire début 1 égale int inputs, ok. On va faire fin 1 égale int inputs, ok. Du coup, là, on va faire pareil pour le deuxième soldat, en fait. On va juste mettre un 2 ici et ici. Et on lit les inputs. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver du coup la condition. En gros, on aura une condition. Si elle est respectée, alors on affiche ami. Et sinon, on affiche tac, pas ami. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver la condition et elle n'est pas forcément évidente au premier regard. Donc écoutez, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller sur Paint. Ok. Et du coup, ici, on peut se visualiser un peu les choses. Donc, imaginons, on a un truc qui est en fonction du temps. Là, j'ai fait une petite flèche rapidement, hein, ça représente le temps. Imaginons, on a le temps du premier soldat. Et imaginons, on a le temps du deuxième soldat. Du coup, la question, c'est quand est-ce que ça s'intersecte? Ce qu'on peut aussi se poser comme question, c'est quand est-ce que ça ne s'intersecte pas? Ok. En fait, ça s'intersecte pas tout simplement quand la date de fin d'un soldat est inférieure à la date de début de l'autre, et ou plutôt lorsque du coup la date de fin d'un soldat est inférieure à la date de début de l'autre. Donc là, c'est pas le cas pour le second. Et bref, c'est le cas pour le premier. Je sais pas si vous voyez, mais vous le verrez en code peut-être. Du coup.
Du coup, déjà, ça, ce qu'on vient de dire, c'est la condition lorsque les soldats ne sont pas amis. Du coup, on va mettre un not, ok? On va mettre une négation. Ça va inverser le résultat. Du coup, si c'est true, ça va devenir false. Et si c'est false, ça va devenir true, ok? Et du coup, à l'intérieur, on va mettre si la date de début, non, si la date de fin d'un soldat est inférieure à la date de début de l'autre, ou que la date de fin de l'un est inférieure à la date de début de l'autre. Tac, on va mettre un T. Du coup, ça c'est dans les deux cas, hein. C'est aussi dans le cas où ici il y a le truc vert et ici il y a le truc rouge. Voilà. Et donc, bah écoutez, à mon avis, ça va marcher. On peut tester ça. Donc on va coller, on soumet. Et du coup, ça marche. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut enlever le note. Et du coup, à la place, par contre, on peut inverser ici. Pam. Et du coup, ici, on enlève le pas. Et mince. Faut bien penser aux majuscules et tout, par contre, sinon ça va mettre des erreurs. Et du coup, là, ça devrait marcher aussi comme ça, et on n'a même pas besoin d'une note. Voilà, donc ça passe. Alors comme ça, c'est pas super évident, hein, même après l'avoir fait. Donc si vous voulez mieux voir, je vous conseille de regarder la correction qui, là, est assez cool, hein. Il y a des exemples visuels et tout, ça explique assez bien. Et voilà, du coup, nous, on va passer au 5. Donc le 5. Le premier entier à lire est NB personne, du coup égale int input. Tac. Ensuite, le nombre de ta nanana. Ensuite, il y a deux fois NB personne entier à lire, du coup for i in range NB personne. Et du coup, c'est quoi les entiers à lire dans l'ordre chronologique des arrivées et départs? Ok. Du coup, là, c'est bien x2, on va lire qu'un seul entier dans la boucle. Euh, Du coup, on va appeler l'entier n, hein, parce qu'il n'y a pas, enfin, je saurais pas comment le nommer comme ça en fait. Faudrait trouver un nom de variable qui soit, comment dire, qui soit explicite et qui dise ce que fait notre programme, mais comme ça, j'arrive pas trop. Du coup, je vais juste mettre n. C'est pas grave. Et du coup, votre programme doit déterminer puis afficher le nombre de personnes, maximum de personnes qui étaient là simultanément. Ok. Du coup, déjà, je vais mettre nb, non, max nb simultané égale 0 au début. C'est le minimum. Du coup, à la fin, on va afficher le nombre max de personnes simultanées. Tac. On peut mettre un E, comme vous voulez. Enfin bref, on s'en fout. C'est une variable. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'on prendra un entier, on va devoir mettre à jour ça. Du coup, déjà, dans la boucle, il faut connaître le nombre de personnes en simultané qu'il y a. Ok. Du coup, on peut mettre nb simultané égale 0 au début. Si n est inférieur à 0, alors c'est qu'il y a une personne en plus. Si c'est supérieur à 0, euh, c'est qu'il y a... Non, c'est l'inverse, mince. Si c'est supérieur à 0, c'est qu'il y a une personne en plus. Sinon, comme il n'y a pas de 0, ça veut dire que c'est inférieur, ça veut dire qu'il y a une personne en moins. Ok. Donc on enlève une personne. Comme ça, c'est à peu près cool. Maintenant, il faut juste mettre à jour du coup max nb simultané. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est par exemple ici, toujours dans la boucle, hein, si le nombre de personnes en simultané est supérieur au maximum de personnes simultanées, là on va mettre à jour, tac, comme ça tout simplement, ok. Du coup, comme ça devrait marcher. On peut copier ça, tac, dans résoudre, on soumet, et du coup, ça marche. Alors, ça c'est l'algorithme de base, on va dire, auquel on pense directement. Il y a plusieurs façons d'améliorer le programme. Le premier, c'est déjà ici d'utiliser la fonction max, du coup de Python. On peut faire un truc genre ça égale le maximum du coup entre la variable actuelle et nb simultané.
Du coup, ça enlève une ligne, c'est toujours ça. Bon, c'est un peu plus long, mais pas tant que ça. Et un autre truc aussi qu'on peut faire, c'est, comment dire, pour le moment, en gros, on va mettre à jour à chaque tour de boucle la variable. Le truc, c'est que si on fait qu'augmenter, s'il n'y a que des personnes qui rentrent, on n'a pas besoin de mettre ça à jour à chaque fois. En fait, si on considère que à la fin, toutes les personnes doivent être parties, ok, de la fête, ça veut dire qu'il y aura toujours un nombre négatif. Et en fait, ça veut dire qu'on peut mettre ça que lorsque le nombre est négatif. Ok. On peut mettre à jour que quand le nombre est négatif. Pourquoi? Parce que tant que ça augmente, en fait, euh, bah, il y a une valeur maximum, il y a une personne en plus en fait. C'est que lorsqu'il y a une personne qui part, que l'on perd un nombre. Du coup, ça veut dire que jusqu'à là, ça fait qu'augmenter. Ça veut dire que le nombre maximum, on va faire un schéma. Tac, paint, notre ami. Du coup, imaginons ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et du coup, lorsqu'il y a une personne qui part, ça diminue. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on peut vérifier si c'est le maximum ou pas. Là, du coup, c'est facile à voir. Genre là, ça augmente, ça descend, il y a une personne qui part, ça augmente. Puis là, ça descend. Et du coup, là, en fait, à chaque fois qu'il y a une personne qui part, on a un maximum local, comme on dit en mathématiques. Mais sinon, bah, ça veut dire que c'est le maximum potentiel du truc. On n'a pas testé à chaque fois du coup. J'espère que vous m'avez compris. Dans tous les cas, je vais copier ça. Je vais coller pour vous montrer que ça marche bien. Et ça marche pas. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai peut-être... Oui, parce que... Voilà, on échange juste ici. Parce qu'en fait là, ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait la personne juste avant d'update. Maintenant, il faut mettre à jour juste avant de que la personne elle parte. Du coup voilà, là c'est bon. Là ça marche. Et là c'est un peu plus optimisé et un peu mieux. Mais bon, voilà, on va passer au 6 du coup. Du coup le 6, votre programme doit lire la description de plusieurs paires de zones rectangulaires et pour chacune déterminer si les deux rectangles s'intersectent. Vous devez lire un premier entier le nombre de paires de zones. Du coup nb paire égale int input. Pour chaque paire possible, du coup for pair in range, bam, deux zones rectangulaires et parallèles aux axes vous sont données l'une après l'autre. Ok, donc pour chaque paire de zones, votre programme doit écrire oui ou non. Donc en fait, cet exercice, on peut le découper en plusieurs parties, hein. Euh, En fait, c'est un exercice dans un exercice, d'accord? C'est-à-dire qu'on a d'abord un exercice. Le premier exercice, c'est vous avez deux rectangles, ok? Déterminez si les deux rectangles s'intersectent ou non. Voilà, ça c'est le premier exercice. Et le deuxième, c'est en gros, on vous donne plusieurs paires, appliquez le premier exercice pour chaque paire. Du coup, là, on est dans la boucle, on va plus sortir de la boucle en fait. Donc, attendez juste, par contre, 1 et 6, ok, du coup, on va mettre xmin égale int input. Je regarde juste. Ouais. Ensuite, on va mettre 1. Ça, c'est pour le premier rectangle. X max 1, du coup c'est int input. On va faire pareil pour Y. Ok. Donc là on a Y et c'est bon. Ça du coup c'est pour le premier rectangle. On met un petit commentaire, hein, comme ça c'est explicite. On va faire pareil pour le deuxième. Parce que là c'est beaucoup de variables d'un coup. Donc là on va juste mettre 2 à la place. Et du coup maintenant il faut voir quand les rectangles s'intersectent. Donc juste avant d'ailleurs on a vu un truc qui nous a aidé. On va revenir sur l'exercice juste avant. Non, pas celui-là. C'est celui-là qui était intéressant parce que du coup on avait une intersection entre deux ranges du coup. Et là on a l'intersection entre deux rectangles mais c'est à peu près la même chose. Donc quand est-ce que ça s'intersecte? On va revenir, on va faire si x min. Non, tac. On va juste reprendre ce qu'il y a ici. Si x max est plus petit que x min 2 ou que
x max 2 est plus petit que x min 1. Du coup, dans ce cas-là, c'est que il n'y a pas d'intersection en x. Ok. Là, ce qu'on peut faire, c'est on met tout simplement un note, et du coup là, ça veut dire qu'il y a une intersection en x, maintenant. Alors là, ce que je vais faire, c'est on pourrait mettre un end ici. Je vais découper ça parce que... ouais, non, je vais laisser ça comme ça. Du coup, s'il y a une intersection en x, et qu'il y a une intersection en y, du coup là, on va juste remplacer ça par des y. Du coup, s'il y a tout ça, c'est qu'il y a intersection entre les deux rectangles. On va revenir ici. C'est quoi qu'il nous demande d'afficher? Oui, ok. Du coup, on va afficher oui. Voilà. Et sinon, du coup, c'est qu'il n'y a pas intersection. Du coup, c'est que c'est non. Ok, du coup, bah, c'est à peu près tout. En fait, c'est tout même. Donc, on va copier ça. Bam, on colle. Alors, juste par contre, avant de lancer, petite rectification. Ici, il faut mettre des inférieurs ou égales, sinon ça va pas marcher parce qu'apparemment dans l'énoncé il le précise pas, mais il faut pas que les bords, enfin si les bords se touchent, c'est pas considéré comme collision entre le rectangle. Du coup paf, on va mettre ça, on soumet et du coup maintenant ça passe. Donc ça c'est la différence avec le truc d'avant. Ici on estimait qu'il y avait collision si ça s'intersectait même de très peu. Alors qu'ici, du coup, on considère pas le côté. Donc bon, voilà, on va passer à l'exercice suivant. Donc, on vous donne un entier, le numéro d'une personne recherchée. Euh, NB recherche égale int input, tout simplement. Puis un entier taille list. Du coup, taille list égale int input. Et enfin, taille list entier, du coup, for i in range taille list, bam, et du coup à chaque fois on a un entier. Par contre il correspond à quoi? Le numéro, du coup on va mettre num ou nb. Bon, c'est pas un nombre, c'est num, donc je vais mettre num à la place. Tac. Et du coup à la fois, si le numéro est présent dans la liste, il peut l'être plusieurs fois, vous devez afficher le texte sortie de la ville, sinon encore dans la ville. Ok. Et du coup là on vous apprend ce que c'est qu'un booléen. En gros c'est une variable qui permet de stocker des valeurs booléennes. Non, en gros c'est une variable qu'on peut mettre directement à l'intérieur d'un if comme ça, et du coup qui est soit vraie soit fausse. Et comme c'est une variable, on peut la stocker, on peut la modifier, on peut faire des choses avec. Ce qu'on peut pas faire directement avec un if, on va pas stocker un if. Donc là par exemple, je vais mettre est dans la ville égale false de base. Du coup, en Python, il y a une majuscule. C'est bien le seul langage où il y a une majuscule. Et du coup, si num est égal à au num recherché, alors ça veut dire que... Mince, non. De base, on va mettre ça à true. Et du coup, si ça c'est égal, ça veut dire qu'il est passé par la porte de la cité et qu'il est sorti, je crois. Si le numéro est présent, il peut l'être plusieurs fois, vous devez afficher le texte sorti de la ville. Du coup, on a ça égale false. Et du coup, à la fin de la boucle, on peut faire différents trucs. Mais bref, à la fin de la boucle, on va faire s'il est dans la ville, alors on affiche encore dans la ville. Et sinon, et sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un autre message, le message sorti de la ville. Donc ça, maintenant, ça devrait marcher. On peut coller, on soumet. Et comme vous le voyez, tout est bon.
Ça fonctionne. Maintenant, c'est pas forcément optimisé parce que imaginez que le premier nombre, non, du coup pas celui-là, genre le deuxième nombre qu'on nous donne ici, ce soit le même que le numéro recherché, et ben en fait on va quand même parcourir tous les nombres d'après. Ouais, mais on est obligé en fait pour les inputs. Ouais. Ouais, écoutez, on va laisser comme ça parce que sinon c'est un peu chiant et ça sert pas à grand chose. Mais bon, voilà, donc par contre, en Python, du coup, c'est true et false avec des majuscules. Dans les autres langages, c'est souvent des minuscules. Donc là, false comme ça, Pascal en minuscule, OCaml en minuscule, Java en minuscule, JavaSchool en minuscule. Donc bon, vous avez peut-être pas à le retenir, mais ouais. Si un jour vous voyez un autre langage ou si vous en apprenez un autre, bah vous saurez. Donc maintenant, l'exercice 8, ce que doit faire votre programme. On vous donne une période de temps à étudier. Bon, déjà, on va commencer par ici, parce qu'avant, ça donne un peu un truc qui sert à rien. On doit d'abord lire deux entiers, date de début et date de fin de la période étudiée. Du coup, date début égale int input, date fin égale int input. Ok, c'est ce qu'on nous dit de faire. L'entier suivant, nb invité, est le nombre total d'invités. Ok, du coup, on a nb invité égale int input. Pour chaque invité, du coup pour chaque invité, ça veut dire une boucle en fait. Tac. Pour chaque invité, du coup on traduit ça en code. Votre programme doit lire ensuite deux entiers, sa date d'arrivée et sa date de départ. On va rajouter étudier ici parce que sinon ça va être un peu ambigu avec ce qu'on va mettre dans la boucle. Date début invité égale int input. Et ici, du coup, il y aura pareil, mais la date de départ. Du coup, là, on a lu les deux entiers, on peut continuer. Un invité à suspect si la période à laquelle il a été présent intersecte la période étudiée. Notre programme doit afficher le nombre d'invités suspects. Bah là, en fait, on revient encore à l'exercice d'avant avec les intersections. On a nb suspect égale 0 au début. Si une certaine condition est respectée, alors on a nb suspect plus égale 1, on ajoute 1 à nb suspect. Et du coup, à la fin, on doit afficher le nombre de personnes suspectes. Désolé. Et du coup, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est trouver cette condition. Cette condition, c'est si la période pendant laquelle a été invité intersecte avec la date étudiée. Et bien en fait, pour ça, c'est tout simple. On va faire la même chose qu'avec amitié entre deux gardes. La question, c'est est-ce que c'est inclus ou pas inclus? C'est pas grave, on verra ça. Dans tous les cas, on va juste reprendre l'exercice amitié entre gardes, comme je viens de le dire. Et du coup, on va mettre une négation. Bon, on va commencer comme ça peut-être. En gros, il y a intersection... Non, il n'y a pas intersection lorsque la date de départ est inférieure à la date de début étudiée, ou que la date de fin étudiée est inférieure à date début étudié. Non, c'est pas ça, c'est début invité. Voilà, du coup c'est exactement la même chose, c'est juste qu'il y a des noms de variables un peu différents. Je vais copier ça peut-être. Voilà, comme ça vous verrez un peu mieux. Et par contre ça, attention, c'est pas la fin. Ça c'est lorsqu'il n'y a pas intersection. Et du coup nous ce qu'on veut c'est l'opposé. Du coup on va mettre un note ici. Tac, du coup si c'est true ça va devenir false. Et si c'est false ça va devenir true. Du coup là cette fois-ci on va copier, coller. On soumet. Et du coup ça fonctionne. C'est valide. Bon, c'était pas bien compliqué. Et on va passer à l'exercice d'après. Booléen, chose à ne pas faire par contre, une maladresse classique avec les booléens est de faire quelque chose comme ça. En gros, un booléen égale true ou un booléen égale false, etc. Et le pire c'est que j'ai vu des gens en faire et des gens qui programmaient depuis un moment.
Donc ça, c'est une petite anecdote en tant que programmeur un peu. Il y a des gens qui vont tendance à vouloir faire ça, surtout le booléen égale false au lieu de faire un not. Et je vous conseille pas de faire comme ça, quoi. Bon, si Francio il vous le dit, c'est que déjà faut pas le faire, mais ouais, c'est redondant et c'est un peu long pour rien en fait. Et en fait, ça, ouais, ça rajoute une égalité et même niveau performance, c'est pas top. Donc après, je suppose que le compilo il peut optimiser et tout, hein, mais bon, à pas faire. Oh non, l'espion est démasqué! Alors, votre programme doit lire un entier. Le nombre de personnes à considérer. NB personnes considérées égale int input. Moi, je fais juste ce que me dit l'énoncé, hein. Il me dit de lire un entier, je le lis. Pour chaque personne, du coup, for i in range. Tac. Voilà. Du coup, pour chaque personne, qu'est-ce qu'on va faire? Elle doit lire son signalement sous la forme de 5 entiers. Sa taille en centimètres, du coup on va mettre taille égale int input. Son âge en années, âge égale int input. Son poids en kilogrammes, du coup poids égale... Bon, vous avez compris, hein, on va juste faire des copier-coller. Mince, ça devient un peu long. Un entier valant 1 si la personne possède un cheval, du coup on peut mettre possède cheval égale un entier. Pourquoi pas. Et un entier valant 1 si la personne a les cheveux bruns. On va mettre un est brun égale int input. Et 0 sinon. Ok. Du coup, on a tout ça. On a plein de variables. Ok. Et on veut déterminer pour chaque personne à quel point elle correspond aux 5 critères suivants. Du coup, il aurait une taille supérieure ou égale. Bref. Il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs conditions. Ça, vous savez les faire. Ce qui nous intéresse, c'est pas directement ça. Ce qui nous intéresse, c'est à la fin. Pour chaque personne, vous devez tester tous les critères. S'ils sont vérifiés tous les 5, vous devez afficher très probable. Si seulement 3 ou 4 sont vérifiés, vous devez afficher probable. Si aucun ne sont vérifiés, vous devez afficher impossible. Du coup, là, la méthode bourrine un peu, ce serait de faire un if ici. S'il y a beaucoup de conditions, enfin, ouais, ce serait de comparer, mais ce serait un peu galère. En gros, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est mettre une variable intermédiaire. Peut-être plusieurs. On peut mettre un int. Du coup, on peut faire un... On peut mettre quoi? Par exemple, critère égale 0. Du coup, au début, il y a 0 critère respecté. Et du coup, à chaque fois, on peut mettre une condition. Il y aurait une taille supérieure ou égale à 178 et inférieure ou égale à 182. Du coup, si la taille est supérieure ou égale à 178 et... Mince. Et inférieure ou égale à 182, on a ça plus égal 1, ok. Du coup, on a un critère qui est respecté en plus. Il y a peut-être moyen de faire mieux, on verra la correction à la fin. Du coup, il aurait au moins 34 ans. Du coup, si âge est supérieur ou égal à 34, alors critère plus égal 1, il pèserait strictement moins de 70 kg. Du coup, si le poids est strictement inférieur à 70, alors critère plus égal 1. Il n'a pas de cheval. Du coup, s'il n'a pas de cheval, possède cheval, c'est à 0. Du coup, critère plus égal 1. Et du coup, pour finir, il a les cheveux bruns. Du coup, est brun, c'est égal à 1. Et on va mettre critère plus égal 1. Et du coup, maintenant, on a en gros un certain nombre de critères respectés. Et du coup, pour chaque personne, il faut afficher... Attendez. Ouais, pour chaque personne, en gros, il faut afficher si c'est très probable, probable ou peu probable. Du coup, on va le mettre ici. Toujours à l'intérieur de la boucle. On peut faire un truc d'ailleurs. Là, bon, ils mettent le test elif. J'avoue que là, je vois pas trop à quoi ça sert comme ça. Bon, c'est pas grave. On va passer à la suite. Enfin, à la suite.
On va finir cet exercice. Du coup, on peut faire... ah, bah oui, c'est sûrement pour là. Si critère égale 0, c'est quoi? C'est que c'est peu probable, du coup, faut afficher ça. Tac, ok. Et du coup, là, comme ils l'ont déplacé, on pourrait faire un else if critère égale 3, ok. Sauf que du coup, on peut aussi faire un elif, c'est plus court, ça évite de faire beaucoup de if imbriqués, du coup c'est cool. Et on peut faire un print probable. Et ici on peut mettre un else, et du coup en gros si c'est égal... Attendez. Ah mince, 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 mince. Je me suis trompé, je me suis trompé. C'est pas strictement égal par contre. Si aucun n'est vérifié, vous devez afficher impossible. Ok, ok. Je me suis un peu trompé. Du coup là, c'est que c'est impossible. Dans les autres cas, improbable. Peu probable. Du coup, ce qu'on va faire, tac. Else, on restructure un peu tout ça. Du coup, là, on a d'autres conditions. Si le nombre de critères est égal à 5, s'ils sont vérifiés tous les 5, vous devez afficher très probable. Du coup, si c'est égal à 5, on affiche très probable. D'ailleurs, là, c'est un peu casse-tête. Enfin, dans les autres langages, il n'y a pas forcément les accents disponibles. Donc, il faut faire attention à ça. Bref. Du coup, maintenant, on va faire un elif critère égale 4. Attendez. Ou critère égale 3. Dans ce cas-là, on va afficher probable. Et du coup, dans le reste des cas, enfin là, du coup, on peut lire, en fait, c'est directement ce qu'ils disent. S'ils sont vérifiés tous les 5, du coup, tac, on affiche très probable, c'est ce qu'ils disent. Si seulement 3 ou 4 sont vérifiés, du coup, 3 ou 4, on affiche probable, probable. Si aucun n'est vérifié, du coup, si c'est égal à 0, on affiche impossible, on affiche impossible. Et dans les autres cas, du coup, else, vous devez afficher peu probable. Et du coup, peu probable. Et du coup, normalement, c'est ça. Du coup, ça devrait être bon. On va copier. On va coller, paf, on soumet. Et du coup, bah tout est bon, ça fonctionne. Il n'y avait que 3 tests, donc c'était un peu rapide. Ici, du coup, dans la correction, on a un truc assez similaire, hein. Bon, là, du coup, ils mettent pas tous les inputs au début comme moi, ils les mettent les uns après les autres, avec les if qui correspondent, donc c'est pas si mal. Et du coup, à la fin, ils font un if, d'else if, etc. Ils font la même chose, en fait. Quasiment. Ils ont juste un peu modifié l'ordre, mais bon, c'est la même chose. Ici, il y a bien une B critère. Bon, moi j'ai mis critère, j'aurais pu mettre un B critère. Et juste, ce que je voulais montrer, c'est C++ par exemple. Tac, ici on affiche des choses et ils affichent les accents, tiens. Ok. Faut faire attention avec les accents toujours, hein. Mais ok, ok, ok. Bon, on va passer à la suite. Ok, donc maintenant on arrive à la toute fin, le dernier exercice du coup, validation de cette partie-là, zone de couleur. Et du coup, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous demande? En gros, il y a une table, ok. Sur la table, il y a une feuille qui correspond à la zone jaune. Et sur cette feuille, il y a des zones rouges et des zones bleues, ok. Et du coup, il faut... déjà, on va nous donner un certain nombre de jetons. Et pour chaque jeton, il va falloir dire où est-ce qu'il se situe du coup sur la feuille ou pas en fait. Sur quelle partie il se trouve. Du coup, on va commencer. On vous donne en entrée le nombre de jetons. NB jetons, tac, égale int input. Et du coup, puis pour chaque jeton, du coup, for jeton in range NB jeton. Du coup, pour chaque jeton, on y est.
ses coordonnées sur la feuille par rapport à l'origine en haut à gauche, sous la forme d'une abscisse et d'une ordonnée. Du coup, on a x pour l'abscisse qui est égal à int input. On a y qui est aussi égal à int input. Ok. Et maintenant, faut en déduire lorsque le jeton il est dans une zone précise, etc. Donc, déjà, on va faire le premier cas, le plus simple, lorsque le jeton est en dehors de la feuille. Du coup, ça correspond à la zone jaune. Du coup, c'est lorsque x est inférieur à 0, ou que y est inférieur à 0, ou que x est plus grand que du coup la longueur de la feuille, du coup c'est 90 de large, ou que y est supérieur à la hauteur de la feuille qui est du coup 70. Du coup lorsque il y a ça, lorsque la condition est remplie, alors c'est que on est en dehors de la feuille, et on va juste faire un copier-coller par contre pour ça. Bam! Ok. Voilà. Du coup maintenant, si on n'est pas en dehors de la feuille, où est-ce qu'on est? Bah à l'intérieur, c'est logique. Là, je vais laisser un else pour bien séparer les choses à l'intérieur de la feuille et en dehors de la feuille. Et du coup, à l'intérieur, on fera des if et des else if. Du coup, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer, bah, du coup, soit par la zone rouge, soit par la zone bleue. Il y a plusieurs moyens de faire les choses, hein. Soit vous découpez ça en plusieurs rectangles et du coup, vous testez pour chaque rectangle, si c'est à l'intérieur de la zone. Soit vous voyez que ici il y a un gros rectangle, puis qu'il y en a un autre à l'intérieur. Ok. Et nous c'est comme ça qu'on va faire. Et du coup là on va s'intéresser à la zone bleue plus précisément. Du coup si x c'est plus grand ou égal à 10 et que x est plus petit ou égal à 85, mais aussi que y est plus grand ou égal à 10 et que y est plus petit ou égal à 55, ok. Dans ce cas-là, c'est qu'on est dans le gros rectangle bleu, d'accord? Le problème, c'est que à l'intérieur, il y a une petite zone ici où c'est jaune en fait. Et du coup, on va devoir spécifier que c'est pas à l'intérieur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va revenir à la ligne. Et du coup, faut que la première condition soit respectée et que la seconde ne soit pas respectée, d'accord? Et la seconde, ça va être que c'est à l'intérieur du carré là. Du coup, si x est tout supérieur ou égal à 25 et que x est plus petit ou égal à 50 et que y est plus grand ou égal à 20 et que y est plus petit ou égal à 45, ok. Ça du coup c'est la condition pour savoir si le jeton est à l'intérieur du petit carré jaune ici. Comme il y a un autre, du coup ça inverse. Et du coup la première condition c'est si c'est à l'intérieur du grand carré bleu, du coup à la fin on sait si c'est dans la zone bleue ou non. Du coup on va mettre un print et on va mettre dans une zone bleue. Bam, voilà. Donc après il y a plusieurs façons de faire les choses comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que moi ça marche que vous ça marchera pas si vous faites différemment. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de manière de le faire, à part essayer de pas tout diviser en petits rectangles. Et c'est tout. Bref, et du coup ça c'est si c'est dans la zone bleue. Maintenant on va tester pour savoir si c'est dans la zone rouge. Du coup on va... Tac, si la condition elle est juste, on va mettre dans une zone rouge. Bam, comme ça. Et du coup sinon, où est-ce que ça? C'est tout simplement dans une zone jaune. Ok. Du coup on print. Voilà, et du coup maintenant il nous reste la condition pour la zone rouge. Et pour ça on va mettre si x est plus grand ou égal à 15 et que x est plus petit ou égal à 85. On peut faire, attendez. Au pire on peut mettre 45 ici. S'il y a ça, ou
qu'il y a ça en x, du coup si x est plus grand ou supérieur à 60 et que x est plus petit ou égal à 85. Du coup, dans ce cas-là, en x, ça collisionne. Maintenant, il faut voir si ça collisionne en y. Du coup, pour ça, on va mettre un end. On va juste mettre des parenthèses pour être sûr à 100% que tout soit bien, ok? Que ça fasse pas les or dans le désordre avec les end, etc. Faut faire attention à ça. Et du coup, si y est supérieur ou égal à 60 et que y est plus petit ou égal à 70, mais en soi on n'en a pas besoin puisqu'on a déjà vérifié si c'était en dehors de la zone ou pas. Du coup je vais le mettre au cas où, mais le 70 il n'est pas obligatoire du coup. Je mets des parenthèses au cas où, donc normalement comme il n'y a que des end ici, ça devrait aller, mais c'est pour diviser les x et les y, comme ça on voit bien que là c'est les y. Et du coup maintenant on va pouvoir tester ça, je suppose. On va copier. On va aller dans résoudre. Et on va coller et cliquer sur se mettre. Et du coup, yay, ça marche du premier coup. Donc on va voir la correction rapidement. Voilà, donc bon là il n'y a pas de schéma comparé à avant. Mais bon, ça explique, hein. Je sais pas comment ils ont fait eux. Ils ont fait à peu près pareil, hein, apparemment. Du coup, si c'est en dehors de la feuille, alors bah c'est en dehors de la feuille quoi. Si c'est à l'intérieur, non, bleu. Si c'est à l'intérieur d'une zone rouge ou bleue, alors ça fait des trucs. Sinon, c'est la zone jaune. Du coup, on a fait pareil. Bon, moi j'ai fait d'abord la zone bleue, puis ensuite la zone rouge. Eux, ils ont fait un peu différemment, on s'en fout, c'est pareil. Et du coup, d'ailleurs, eux, pour la zone bleue, ils ont aussi mis le note. Ça surprend un peu. Donc bon, voilà, c'est exactement la même chose, hein, j'ai l'impression. Moi aussi j'ai mis une note du coup. Et par contre, eux, ils ont mis des strictement supérieurs ou des strictement inférieurs. Moi j'ai mis des strictement des strictement supérieurs ou égales, bien sûr. Des inférieurs ou égales, ce genre de truc, mais ça revient presque au même. Ça revient pas au même, mais presque au même. Je suppose que ça fait pas de conditions limites. Et bon, bah du coup, c'est tout pour cette partie-là, tout simplement. Donc là, il y a juste un dernier onglet, aider les autres. En gros, on vous dit de aider les autres, car c'est bien. Et c'est ce que je fais actuellement, donc je suis un peu leur exemple. Et d'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos et qui s'abonnent pas. Bon, limite, vous abonner, c'est pas grave, hein, je fais du contenu un peu différent en même temps, donc je peux comprendre ça. C'est pour les cools, mais si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça, par contre, ça fait plaisir et ça aide à faire progresser la chaîne, tout simplement. Et donc, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Progs, merci d'avoir regardé. Bye.